Alors bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur notre article consacré au jeu Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. En commençant l'analyse, j'avoue j'étais un peu sceptique. Une suite à un jeu de pli coopératif, ça pouvait vite sentir le réchauffé, quoi. Oui, on pouvait craindre la simple extension. Exactement. Mais en creusant, on a découvert une vraie évolution. Le cœur du jeu, c'est cette bataille silencieuse à la table. C'est ça. Le silence est à la fois la mécanique centrale et la plus grande source de frustration. Pour ceux qui connaissent pas, le principe est simple. C'est un jeu de pli où chacun a des missions secrètes. Et le piège, c'est l'interdiction totale de communiquer sur ces cartes. Voilà. Si une seule personne échoue, tout le monde a perdu. Tout repose sur l'intuition, la déduction. C'est une tension incroyable. Tu vois ton coéquipier foncer dans le mur et tu peux rien dire. Et justement, pour pousser ça plus loin, le jeu introduit un truc génial qu'on a analysé. Les fameuses deux tours. Ah oui, alors ça change tout. Concrètement, c'est quoi? En gros, on a deux nouvelles cartes surpuissantes. D'un côté, la tour blanche, hors tank. C'est un super atout. Elle bat n'importe quelle autre carte. C'est la carte maîtresse. La carte de la victoire assurée, en quelque sorte. En théorie. Sauf que, il y a son opposé, la tour noire, Barad-dûr. D'accord. Et si elle est jouée dans le même pli que la blanche, elle ne gagne pas. Elle l'annule. Pouf, disparu. Ah ouais, donc c'est une pure guerre psychologique. Tu penses avoir la carte ultime, mais quelqu'un a peut-être le contre parfait. Exactement, ça devient une partie de poker mental. Est-ce que je la joue? Est-ce que quelqu'un va la contrer? C'est terrible. Et le jeu ne s'arrête pas là. Notre article met aussi en avant la structure en deux actes. Et l'arrivée de Frodon avec ses jetons fardeaux. Oui, et ça, narrativement, c'est très fort. On sent vraiment le poids de l'anneau. Ces jetons, ce sont des malus, des contraintes négatives qui s'ajoutent à ta main ou à tes objectifs. Donc ce n'est plus juste un jeu de cartes, on est dans une épreuve d'endurance. C'est tout à fait ça. On a l'acte 1, très épique, les grandes batailles du Rohan. Et puis l'acte 2, on passe à une lutte pour la survie mentale avec Frodon. La mécanique sert vraiment le récit. On ressent la fatigue. Mais le vrai coup de cœur de l'article pour nous, ça a été la possibilité d'incarner les orques. C'est complètement contre-intuitif. C'est un casse-tête savoureux. C'est ce qu'on a écrit. Le but, c'est pas de gagner. Comment ça? C'est plus subtil. On joue des orques qui se disputent pour capturer Merry et Pippin. Pour que les hobbits s'échappent, il faut que les orques se chamaillent. Du coup, les joueurs doivent gagner des plis, mais de manière équilibrée. Personne ne doit trop dominer l'autre. Attends, ça veut dire qu'il faut s'auto-saboter, mais juste ce qu'il faut. Voilà. C'est un cauchemar délicieux à coordonner sans parler. Ah, ça doit être infernal. On doit jouer pour ne pas trop gagner. Ça inverse toute la logique habituelle et c'est pour ça que c'est un coup de maître. Et pour ne rien gâcher, la direction artistique en style vitrail est juste sublime. Mais on le dit dans l'article, attention, le jeu est bien plus difficile que le premier. Ah oui, c'est clair. C'est notre conclusion forte. Si le premier était l'apéritif, les deux tours, c'est le plat de résistance. Il est plus narratif, plus riche, mais aussi beaucoup plus punitif. La moindre erreur se paie. Mais la victoire doit être encore plus belle. C'est une satisfaction immense. Quand on réussit un scénario, on a l'impression d'avoir créé une connexion quasi télépathique avec les autres. Donc, pour résumer, le jeu s'adresse à qui, selon notre analyse, clairement, à des groupes qui cherchent un vrai défi coopératif et qui ont une bonne dose de télépathie, on va dire. C'est ça. Ce n'est pas pour les gens qui ne supportent pas de perdre sur un malentendu. La machine parfaite à créer des disputes amicales. Tout à fait. Et c'est ça qui soulève une question intéressante sur laquelle on termine notre article. Dans un monde où on communique tout le temps, en permanence, qu'est-ce qu'un jeu qui nous force au silence nous apprend sur nos autres formes d'intuition, sur l'empathie? C'est une bonne question. Au fond, est-ce que ce jeu, en interdisant la parole, ne nous force pas à mieux écouter nos partenaires, mais avec d'autres sens?